Asselineau. First, I beg your pardon to not speaking in Arab and in French, in English language. Arab language because I am in Tunisia from only 6 months and I don't speak Arab, not enough time. And English because my English language is not friendly enough to have a communication in English. So I will speak in French and I hope I will be understood by all together. Je tiens d'abord à remercier les dirigeants ou les représentants de Transparency and iWatch pour m'avoir invité à cette conférence aujourd'hui. Je salue mes amis mes chers amis du ministère de la Justice tunisien qui vont intervenir juste après moi. Et je suis très honoré de pouvoir avoir cette communication afin d'expliquer le rôle de la France dans les procédures de récupération des avoirs criminels détournés au préjudice de la Tunisie. Parce que depuis que je suis arrivé en Tunisie, j'ai effectivement constaté ou lu, ici ou là, l'expression d'une certaine déception ou désarroi sur le devenir des procédures qui étaient en cours en France. Ça va donc me donner l'occasion d'expliquer le rôle précis de la France dans ces procédures et les difficultés qui peuvent se poser, qui expliquent la longueur des procédures et les attentes peut-être un petit peu disproportionnées compte tenu des procédures et de la nature de celles-ci qui sont en cours. Je vais m'en expliquer dans quelques instants. Je voudrais d'abord préciser, mais je crois que vous l'avez largement évoqué ce matin, que ce problème de détournement des avoirs par des présidents ou des chefs d'État au préjudice de leur peuple et de leur État est une question qui n'a épargné et qui n'épargne aucun continent. L'Asie, vous l'avez vu ce matin avec le cas Marcos, l'Afrique avec Kadhafi ou l'ancien président Ben Ali, l'Amérique avec d'autres dictateurs tels que Pinochet, aucun continent n'a été épargné par cette question. Et donc, important effectivement de voir comment ça se passe ailleurs et d'examiner quelles sont les difficultés, les obstacles qui se posent quand un État et un peuple cherchent à récupérer des avoirs qui ont ainsi été détournés au préjudice de leur pays. Et c'est d'autant plus légitime pour la Tunisie que, si j'en crois un rapport très récent, puisqu'il date d'à peine 2 mois, qui a été rédigé par la Banque mondiale, ce serait presque 21% de la richesse privée tunisienne qui aurait été détournée en 2 décennies par ce que l'on peut appeler le clan Ben Ali. Clan puisque les bénéficiaires de ces détournements sont non seulement manifestement le président Ben Ali, mais également toute sa famille, femmes, frères et sœurs, oncles, tantes, nièces, neveux. C'est tout un clan qui aurait été bénéficiaire de ces détournements, qui considère à un tel niveau une véritable spoliation du peuple tunisien. C'est donc un phénomène d'une ampleur exceptionnelle, et il est donc légitime et compréhensible que cela génère de très fortes attentes de la part de la Tunisie sur ces procédures d'identification et de rapatriement des fonds qui ont été ainsi détournés, et que ces questions sont au centre de la préoccupation du gouvernement et des institutions du peuple tunisien. La question du recouvrement de ces avoirs mal acquis, je l'ai dit en commençant, ont semblé poser un certain nombre de questions, d'abord à l'opinion publique. Ça transparaît dans les médias et il semble que, effectivement, l'opinion publique tunisienne
ait du mal à comprendre le temps des procédures. Comment, au bout de 3 ans maintenant, il n'y a pas eu concrètement de retour de ces avoirs, et pourquoi il n'y a pas eu des retours de ces avoirs. Même les représentants d'institutions tunisiennes que je croise, dont je lis des interviews dans les médias, se posent la question et posent la question de la réelle volonté de la France, pour ce qui concerne la France et qui me concerne moi, de venir en aide et d'aboutir concrètement à des résultats réels sur le devenir de ces procédures. Alors, je vais tenter cet après-midi de vous expliquer et de vous convaincre que la France est à fond à côté de la Tunisie et travaille, même si ça ne se voit pas forcément, en tout cas immédiatement, à aider la Tunisie à récupérer les biens qui ont été détournés, qui se trouveraient sur le territoire français. Alors, comment et pourquoi? Alors, je vais essayer d'être concret et vous expliquer dans un premier temps quels sont les marqueurs de cette volonté française d'aider la Tunisie à recouvrer les avoirs qui se trouvent sur le territoire français, les difficultés effectivement qui se posent et pourquoi la situation est celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et puis quand même terminer sur une note positive en vous annonçant des résultats concrets qui permettront, je l'espère, de vous convaincre que les choses avancent, même si, effectivement, elles ne sont pas forcément rendues publiques. Alors, les marqueurs de la volonté de la France de venir en aide et d'apporter son soutien à la Tunisie sur le recouvrement des avoirs criminels qui seraient réfugiés sur le territoire français. C'est d'abord un programme de coopération et d'échange qui démontre cette volonté de la France à épauler la Tunisie dans son combat pour la récupération des avoirs criminels. La France a ainsi mené plusieurs actions et d'échanges de bonnes pratiques très concrets dans le but de renforcer les capacités des juges, des magistrats et des policiers tunisiens sur le dossier complexe ou les dossiers complexes des avoirs mal acquis et de la lutte contre la corruption pour améliorer le climat de confiance entre les parties tunisiennes et françaises. Ces programmes visent à renforcer la compétence des magistrats, des policiers et des juges tunisiens dans les procédures techniques et très difficiles, très juridiques, de la récupération des avoirs criminels. Ainsi, par exemple, 2 séminaires portant sur les techniques de recouvrement des avoirs volés ont été animés par des magistrats français d'Eurojust, Eurojust étant une institution qui regroupe l'ensemble des magistrats de l'Union européenne au sein d'une institution qui se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. Donc des magistrats français d'Eurojust et du ministère de la Justice, d'abord au Caire en novembre 2011 et à Tunis même en décembre 2011. Un 3e séminaire est en préparation et aura lieu au 2e semestre 2014 à destination des juges, mais également des institutions financières tunisiennes et en particulier du pôle judiciaire financier de Tunisie. Également une action de formation des magistrats du nouveau, à l'époque, pôle financier de Tunis a été animée par des magistrats français dans le cadre de l'instrument européen TAIEX en septembre 2012. Un autre séminaire a été organisé en juin 2012 par le ministère de la Justice français et l'association STAR, et un guide pratique, très pratique et concret de procédure pour le recouvrement des avoirs mal acquis a été mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice français. Le juge français chargé de l'exécution des commissions rogatoires internationales, j'y reviendrai dans quelques instants, des commissions rogatoires internationales tunisiennes qui ont été délivrées à la France dans le cadre de ces procédures, le juge français donc, doyen du pôle judiciaire financier français, a reçu le magistrat du parquet tunisien chargé de ces procédures à Paris en septembre 2012 pour évoquer concrètement, pratiquement, autour d'une table, les questions pratiques qui se posaient et les difficultés qui se posaient dans l'exécution des commissions rogatoires internationales
délivrés par les juges tunisiens. Un programme également, et enfin, d'appui à la lutte contre la corruption a été mis en place. C'est un programme de formation régionale à l'investigation journalistique, donc ça n'est pas uniquement un programme destiné aux gens de justice dans le domaine de la corruption. Et il y a également eu deux formations de 2 élèves magistrats de l'Institut supérieur de la magistrature tunisienne à la détection, à la prévention et à la répression de la corruption. Donc, un certain nombre de programmes de coopération ayant comme matière les procédures de recouvrement des avoirs criminels ont été initiés en collaboration avec la Tunisie par la France. Mais me direz-vous, tout ça c'est bien beau, c'est du théorique, mais sur le plan concret, que fait la France et qu'est-ce qui se passe dans ces procédures? Eh bien concrètement, je suis la preuve de la volonté de la France d'appuyer inconditionnellement le processus de recouvrement des avoirs criminels. Je suis magistrat de liaison français en Tunisie, et je rappelle que je suis le seul magistrat de liaison étranger en Tunisie. La création de ce poste, qui est très récente, qui date de décembre 2013, puisque je suis arrivé concrètement en Tunisie le 2 décembre 2013, création de ce poste est un signal fort de la France d'aider la Tunisie, puisque l'un des motifs de création de ce poste, c'est en particulier d'appuyer la Tunisie dans les procédures de recouvrement. Alors ce n'est pas seulement cela, parce que les magistrats de liaison français, il y en a 18 dans le monde, je suis le 18e et le dernier créé. C'est un signe politique fort, parce que ce sont des postes qui coûtent très cher aux États, et la France, compte tenu de sa situation financière qui n'est pas différente de celle d'un certain nombre d'autres États dans le monde, a des difficultés à créer ces postes. Mais la France a tenu à créer, dans le contexte tunisien d'aujourd'hui, ce magistrat de liaison pour appuyer notamment la France, la Tunisie dans ces procédures. Alors ce n'est pas ma seule mission, je pourrais développer tout à l'heure les autres missions qui sont les miennes, mais c'est un signal fort de la France donnée à la Tunisie sur l'aide pour l'aider à avancer dans ces procédures. Alors, je m'arrête 2 minutes sur cette création, parce que c'est un signal fort, mais cette création a peut-être aussi créé au sein de la Tunisie une attente un petit peu disproportionnée, en tout cas une attente qui n'était pas conforme au rôle et à la mission qu'il avait. J'ai eu en effet, en rencontrant les interlocuteurs tunisiens au moment où je suis arrivé, à tous les niveaux. Pas dans le secteur judiciaire, parce que je sais que mes amis tunisiens magistrats sont parfaitement au courant des pouvoirs et des possibilités données à un magistrat de liaison, mais dans la société civile, dans les organismes bancaires, parmi les personnes politiques, où j'ai eu l'impression que la nomination d'un magistrat de liaison allait pour eux créer comme une sorte d'effet de baguette magique. On allait voir arriver enfin, par l'intermédiaire de la création de ce magistrat, les avoirs criminels en quelques semaines en Tunisie. Effectivement, ce n'est pas le cas, parce que le rôle du magistrat de liaison n'est pas celui-là. Le rôle du magistrat de liaison, le magistrat de liaison n'a aucun pouvoir opérationnel, ni en Tunisie, ni en France. En France, je faisais partie du parquet, j'étais un procureur de la République, je menais les dossiers, je faisais des interrogatoires, je faisais des perquisitions, j'allais à l'audience. Comme magistrat de liaison en Tunisie, je n'ai aucun pouvoir opérationnel. Je suis un magistrat, mais je suis un magistrat de liaison. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de servir de facilitateur, d'intermédiaire, de liaison, justement. Mon rôle n'est pas de faire des enquêtes, d'aller chercher les biens et de les ramener en France, ou d'agir pour le compte de mes collègues magistrats tunisiens, c'est de servir d'intermédiaire, de facilitateur entre la justice française et la justice tunisienne, et pour ce qui concerne ces procédures de recouvrement, de permettre une fluidification, une meilleure circulation de l'information entre les deux justices. Pour vous donner un exemple,
la France et la Tunisie sont liées par des accords de coopération et des accords bilatéraux d'entraide judiciaire. L'entraide judiciaire, elle se fait, vous le savez peut-être, par la voie diplomatique. La voie diplomatique, elle est extrêmement procédurale et extrêmement longue. C'est-à-dire que lorsque un juge tunisien ou un juge français, ça marche dans les deux sens, je prends l'exemple d'un juge français, veut adresser une commission rogatoire pour effectuer une enquête, pour faire une demande en Tunisie, le juge d'instruction s'adresse au procureur, qui adresse le dossier au procureur général, qui adresse le dossier au ministère de la Justice français, qui adresse le dossier au ministère des Affaires étrangères français, qui adresse le dossier à l'ambassade de France à Tunis, qui adresse le dossier au ministère des Affaires étrangères tunisiennes, qui adresse le dossier au ministère de la Justice tunisien, qui adresse le dossier au procureur tunisien, qui adresse le dossier au juge d'instruction tunisien. Vous voyez que le système, c'est la voie diplomatique obligatoire. Il est très très long. Et lorsqu'il suffit qu'il y ait une petite erreur dans une commission rogatoire internationale, un manque, une erreur de visa, un problème de traduction, eh bien, les affaires font le même circuit dans les deux sens. Vous imaginez que ça prend des mois et des mois. C'est une des raisons qui a fait prendre au départ un petit peu de retard à ces procédures françaises, dans la mesure où le juge français qui était destinataire des commissions rogatoires tunisiennes s'est aperçu qu'il lui manquait un certain nombre d'éléments pour pouvoir mettre à exécution les procédures. Le dossier a donc fait le sens inverse, et on a perdu quasiment 2 ans, ou 1 an et demi. Ce n'est donc ni la faute de la France, des juges français, ni la faute des juges tunisiens, c'est la faute à la procédure parce que c'est formel et c'est extrêmement long. Le juge de liaison va pouvoir corriger ce dysfonctionnement et accélérer la procédure. Je vous donne un exemple. Dernièrement, je reviendrai sur les commissions rogatoires qui sont en cours entre la Tunisie et la France dans ces dossiers, mais l'une des commissions rogatoires tunisiennes était terminée en France. Et elle était dans ce circuit que je vous décrivais tout à l'heure. Eh bien, pour accélérer ce circuit, comme j'étais en poste, et comme je suis magistrat, j'ai des contacts avec mes collègues français, je les connais tous. Avant de venir en Tunisie, j'étais les voir, j'ai pris connaissance des dossiers, pour pouvoir être plus opérationnel, pour connaître les dossiers, où est-ce qu'ils en étaient, quelles étaient les difficultés. J'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé mon collègue français, j'ai appelé le policier français également, qui était chargé de l'exécution de la commission rogatoire, et je lui ai dit, vous avez sans doute un procès-verbal de synthèse de l'exécution de la commission rogatoire en France. Et le juge tunisien aimerait bien avoir ce procès-verbal de synthèse rapidement pour pouvoir avoir un premier résultat concret et pouvoir envisager, dans l'attente de l'arrivée de l'original de la commission rogatoire par l'intermédiaire du circuit diplomatique que je vous ai décrit tout à l'heure, pouvoir commencer à envisager la suite et gagner 6 mois sur les délais. Eh bien, j'ai obtenu de mon collègue français par voie électronique ce procès-verbal de synthèse, ainsi qu'un certain nombre de pièces, que j'ai transmis immédiatement au juge tunisien, qui a pu en prendre connaissance immédiatement, et on a gagné 6 mois. Et voilà un exemple concret du rôle du magistrat de liaison, qui n'est pas d'un coup de baguette magique de faire revenir les avoirs, mais de gagner du temps. Et également se pose actuellement la question de la nécessité de commissions rogatoires complémentaires, parce que, au fur et à mesure de l'exécution des enquêtes, on s'est aperçu qu'il était nécessaire de faire d'autres demandes, de demander d'autres précisions. Eh bien, je sers comme ça d'intermédiaire pour fluidifier et accélérer la circulation de l'information entre les deux justices, et ainsi gagner beaucoup de temps et éviter qu'on ne perde à nouveau 2 ans pour une simple transmission entre 2 juges. Au sein de l'Union européenne, les transmissions se font de juge à juge, donc c'est beaucoup plus facile. Ici, ça n'est pas le cas. Donc, sous l'autorité et avec l'information du ministère de la Justice tunisien, je peux ainsi servir de passeur, en fait, de passeur d'information, de circulation d'information, pour accélérer la procédure. C'est là mon véritable rôle. Mais le rôle du magistrat de liaison, comme ça, n'est pas de faire venir d'un coup de baguette magique les avoirs en France.
Ça, c'est le rôle donc du magistrat de liaison. Les difficultés qui peuvent se poser et qui expliquent aussi la longueur des procédures. Alors, je fais tout de suite une précision, c'est que les magistrats, comme vous le savez, sont tenus au secret d'instruction. Ces enquêtes sont des enquêtes judiciaires. Les enquêtes judiciaires sont couvertes par le secret d'instruction. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'information, qu'il n'y ait pas de résultats concrets, ne veut pas dire que la France ne fait rien. La France fait, je vous en parlerai tout à l'heure, je reviendrai dessus tout à l'heure, la France fait, mais ça ne se sait pas forcément. Donc c'est aussi une chose que je voulais dire, c'est que je peux comprendre la légitime attente et impatience des institutions tunisiennes et du peuple tunisien sur cette procédure, mais sachez que ce qui se fait ne peut pas se dire pour des raisons de procédure. Le secret de l'instruction en France est absolu. Et s'il n'est pas respecté, celui qui le viole est passible de poursuite judiciaire. Donc cela explique qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur ce point. Une des difficultés de la longueur de ces procédures reste qu'il s'agit de procédures judiciaires. Alors, l'une des conséquences, c'est celle que je viens de dire, c'est la circulation des commissions rogatoires internationales. Il y en a une deuxième. La deuxième, c'est que qui dit procédure judiciaire dit justice, dit procès équitable, dit procès contradictoire, dit voie de recours, et voie de recours qui peut être employée, et dit respect des procédures jusqu'au bout. Or, il faut savoir que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de résultat concret aujourd'hui, c'est qu'il ne pourra y avoir de résultat concret qu'une fois que les procédures judiciaires auront été menées à leur terme. Il y a un certain nombre d'avoirs criminels du clan Ben Ali qui ont été saisis, gelés en France, mais ils ne pourront être restitués à la Tunisie qu'une fois que la Tunisie aura achevé son cycle judiciaire complet et que les dossiers auront été jugés et les condamnés de façon définitive. C'est le résultat, heureusement, de ce qu'il s'agit de procédures judiciaires, contrairement à d'autres pays qui ont pris d'autres choix, des procédures administratives ou des procédures dans lesquelles ces restitutions se font par volonté politique. La France a fait le choix de la procédure judiciaire. Il me semble que c'est une procédure, prudente, et qui est peut-être plus longue, mais en tout cas plus efficace. J'ai entendu parler en particulier de la position de la Suisse, qui est souvent mise en avant. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ils aient été beaucoup plus efficaces que la France. En tout cas, s'ils l'ont été, ils ont aussi des difficultés. J'ai lu en particulier que la Suisse avait dû renoncer et restituer un certain nombre des avoirs qui avaient été gelés parce qu'ils n'avaient pas pu apporter la preuve que les personnes qui possédaient ces avoirs qui avaient été gelés étaient réellement impliquées dans les procédures en relation avec le clan Ben Ali. Alors il y avait certes des recours qui avaient été intentés, mais il y a ce risque qu'un certain nombre d'avoirs provisoirement gelés et annoncés comme étant ce type de restitués à la Tunisie, mais ne le seront pas parce que les preuves vont manquer. La France a fait le choix inverse, une procédure judiciaire et judiciarisée, c'est-à-dire que tous les biens qui auront été gelés seront restitués à la Tunisie de façon certaine, mais seulement à l'issue du processus judiciaire classique, qui est long, avec des voies de recours, mais c'est aussi la garantie de l'ensemble des citoyens, fussent-ils citoyens Ben Ali, de pouvoir être jugés dans des procédures contradictoires et efficaces. Et je vous donne un exemple, c'est que les saisies qui ont été effectuées en France en exécution des commissions rogatoires des juges tunisiens et qui ont permis de saisir et de geler des biens notamment immobiliers, des comptes bancaires en France, font encore l'objet de voies de recours des personnes impliquées pour tenter de mettre à néant ces saisies. Et tout ça, à tous les stades de la procédure, des voies de recours sont possibles, ce qui explique la longueur de la procédure. Une troisième raison explique la longueur de ces procédures, c'est leur complexité. Je
Je pense que vous avez évoqué cette raison ce matin. Le président Ben Ali et l'ensemble de sa famille et de son clan se sont adjoints les meilleurs juristes. 21% de la richesse privée tunisienne qu'ils ont captée, c'est vous dire la puissance de feu financière dont ils disposent, et dont ils disposent en partie encore. Ce sont donc adjoints les meilleurs juristes, les meilleurs avocats, les meilleurs conseillers financiers, et les montages juridiques qu'ils ont mis en place sont extrêmement sophistiqués et extrêmement complexes. Il convient donc de les démonter un par un avec des prénoms, des sociétés interposées, des sociétés basées dans certains paradis fiscaux, et tout ça est extrêmement compliqué à démonter. Les rouages sont compliqués à démonter, et cela, c'est une troisième raison qui explique véritablement les longueurs de procédure. Il faut donc tout décortiquer petit à petit, et la justice, vous le savez, doit faire les choses dans les règles, et ça explique également cette extrême complexité, la longueur de ces procédures. Voilà donc, pour ce qui concerne rapidement les difficultés qui expliquent la longueur des procédures. Alors, les choses concrètement, elles sont les suivantes. 5 commissions rogatoires internationales ont été délivrées à ce jour par les juges tunisiens auprès de la justice française dans le but d'identifier, localiser, geler, puis, on l'espère, confisquer les avoirs criminels. 5 commissions rogatoires. 2 ont d'ores et déjà été exécutées. Donc, il y a eu des résultats concrets. La justice française a exécuté 2 commissions rogatoires, dont celle dont j'évoquais l'existence tout à l'heure, qui a été retournée et qui doit se trouver encore d'ailleurs dans les circuits diplomatiques, alors que j'en ai donné la teneur dès le mois de février au juge tunisien. Une autre a été exécutée un petit peu par défaut, mais c'est un avion qui a été restitué à l'État tunisien. Les autres 3 sont encore en cours, et 1 ou 2 ou 3 complémentaires vont devoir certainement être délivrés dans peu de temps. La France a fait le choix d'ouvrir un dossier français en appui des commissions rogatoires tunisiennes pour une raison technique très particulière, c'est que la France dispose d'une législation en matière de confiscation des avoirs assez avancée, avec des procédures maintenant assez simplifiées, avec des saisies pénales relativement simples à mettre en cause, avec des infractions pénales qui permettent de saisir l'ensemble du patrimoine relativement facilement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour toutes les infractions du code pénal tunisien. Et donc, la France a fait ce choix de judiciariser ces procédures et d'ouvrir un dossier miroir français, et également d'exécuter les commissions rogatoires tunisiennes en direct. Et la plupart des saisies sont faites dans le cadre de ces commissions rogatoires internationales tunisiennes, qui permettront ensuite de restituer beaucoup plus facilement les avoirs à la Tunisie. La France a confié ces commissions rogatoires donc à 2 juges français, qui sont adjoints par les services spécialisés les plus pointus français. Il y a l'OCRGDF, l'Office central de répression de la grande délinquance financière. Il y a la PIAC, la plateforme d'identification des avoirs criminels, qui est une institution, un organisme interministériel qui regroupe des policiers, des gendarmes, des douaniers, des agents de la Banque de France, des agents du fisc, qui est destiné à l'identification des avoirs. Ce sont des spécialistes de l'identification, donc qui participent à démonter ces montages financiers que j'évoquais tout à l'heure. Il y a également l'agence de gestion du recouvrement des avoirs criminels, qui est chargée, une fois que ces avoirs sont gelés, de les gérer. Par exemple, un hôtel particulier qui a été gelé, qui a été saisi par un juge, au lieu de tomber en ruine et d'attendre la fin de la procédure, elle sera gérée par cette agence qui pourra par exemple être un locataire à l'intérieur de l'immeuble, d'en recueillir la location, de l'entretenir pour qu'il soit restitué en bon état à la Tunisie à la fin de la procédure. Parce que sinon, il y a quelques années, eh bien, le bien était saisi, on mettait un scellé sur l'immeuble et il tombait en ruine. Et au bout de 3, 4, 5 ans, il ne valait plus grand-chose.
C'est le cas également si des sociétés sont saisies ou si des commerces sont saisis. Eh bien, cette agence va mettre des administrations provisoires qui vont avoir comme mission de continuer à faire fonctionner la société afin qu'elle ne périclite pas et pour garder la plus-value financière et commerciale de ces sociétés. Donc, la France a confié à ces organismes de pointe le soin de gérer ces procédures, donc elle a ici encore agi concrètement. Voilà donc ce que je voulais évoquer rapidement sur la procédure française, ce que fait la France, pour vous convaincre qu'elle ne reste pas inactive dans ces procédures, même si cela ne se vaut pas. Alors, en ce qui concerne les résultats, dernier point, je voudrais évoquer deux points. Le premier, c'est que je ne peux pas vous en donner de détails, mais ont d'ores et déjà été saisis par des juges français dans le cadre de l'exécution des commissions oratoires internationales, des sociétés, des comptes bancaires et des immeubles. L'un de ces immeubles, pour information, je ne peux pas violer le secret de l'instruction, représente une valeur de plus de 20 millions d'euros. Donc il y a eu des résultats concrets, même si cela ne se sait pas, et si je ne peux pas vous donner le détail pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Par ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que, en examinant les conventions internationales, je me suis aperçu que, à terme, lorsque les procédures seront achevées, la France pourra restituer à la Tunisie la totalité des avoirs criminels saisis comme appartenant au clan Ben Ali à la Tunisie. Ça résulte de la Convention de Mérida, c'est une convention internationale qui a été signée en 2003 et qui a été ratifiée par la France et la Tunisie. Et cette convention internationale prévoit, je crois, dans son article 57, que dans le cadre des dossiers ouverts du chef de corruption, c'est une convention internationale de lutte contre la corruption, et les dossiers tunisiens sont ouverts, notamment, pas seulement, mais notamment du chef de corruption, les avoirs criminels saisis dans un pays sont restitués dans la totalité au pays demandeur. Déduction faite, bien sûr, et c'est bien normal, des frais de procédure et des frais que l'État requis en l'espèce de la France a engagés pour saisir, confisquer, administrer, entretenir ces avoirs sur son territoire. Mais déduction faite de ces frais, c'est la totalité en application de cette convention internationale qui seront des biens qui seront restitués à la Tunisie. Donc voilà rapidement ce que je voulais vous dire sur la procédure française, sur le rôle de la France dans la recherche, l'identification et la traque des avoirs criminels en France. J'espère vous avoir convaincu que si la France ne dit pas grand-chose, mais vous aurez compris qu'elle ne peut pas, en vertu, et notamment la justice en vertu de cette règle de secret d'instruction, si la France ne communique pas beaucoup, s'il n'y a pas beaucoup d'informations, la France fait. Elle fait dans le secret des cabinets d'instruction, mais elle fait, elle avance, doucement mais sûrement, et que les difficultés et la longueur ne sont pas toujours et forcément liées à sa carence et à sa mauvaise volonté. Au contraire, la nomination de magistrat de liaison, les moyens qu'elle a mis à disposition de la justice tunisienne en France pour la traque de ces avoirs démontrent que la France est aux côtés de la Tunisie et est engagée à fond dans la Tunisie pour appuyer ses efforts de recouvrement de ces avoirs injustement spoliés au préjudice du peuple tunisien. Je vous remercie de votre attention à l'échelle.